Merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin après le journal. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission. 90 minutes au Bénin. On va parler économie, nous allons parler développement. Un regard d'experts sur la fraude financière, les causes et les conséquences sur la vie des entreprises et sur la santé financière des États. Nous allons recevoir dans un court instant sur ce plateau du Grand Oral Emmanuel Rungavou qui est un expert en fraude financière. Il va nous relater un peu un certain nombre de faits qui concourent donc à la fraude financière. Restez avec nous. Le plateau de l'invité, c'est tout de suite après cette pause. Emmanuel Rungavou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes expert en fraude financière et candidat au PhD à Concordia University Chicago, option finance des entreprises, ça c'est aux États-Unis. Alors, nous allons parler avec vous, nous parlerons donc de la fraude financière. Qu'est-ce qu'on entend par fraude financière? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, avant de peut-être donner la définition, vous remercier pour cette opportunité qui va peut-être, ou bien certainement permettre à l'opinion publique d'avoir une meilleure idée de ce que nous entendons par la fraude financière et également de mieux comprendre la portée des audits, ce qu'on attend des audits et de pouvoir peut-être permettre aux gens de pouvoir mieux comprendre les résultats des audits qui se déroulent un peu partout dans le monde entier. Puisque dans ce domaine aussi, vous intervenez. Absolument. Et puisque le contexte béninois s'y prête, il faut qu'on en parle véritablement. Absolument. Alors, la fraude financière, qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'abord, je vais définir ce qu'on entend par fraude. De façon générale, quand vous prenez un dictionnaire, généralement, la fraude est tout simplement un acte de mauvaise foi dont la portée consiste à déposséder un individu ou une institution de son bien de façon illégale. C'est tout simplement ce que nous entendons par la fraude. Maintenant, quand nous parlons de la fraude financière, ça se met dans le cadre des entreprises, que cela soit public ou privé. La fraude financière est caractérisée par des éléments qui relèvent du domaine des finances. Je donne un exemple parce qu'on va être plus concret. Oui, nous n'allons pas faire la théorie ici. Puisque nous n'avons que 15 minutes. Donc, quand vous prenez les entreprises et qu'au niveau de ces entreprises-là, il y a un certain nombre d'irrégularités qui sont relatives aux fraudes ou bien qui sont relatives à la gestion de l'entreprise, on commence par s'interroger. On commence par chercher, on commence par émettre des hypothèses de qu'est-ce qui s'est bien passé au niveau de l'entreprise. À ce moment-là, on commence par faire des recherches. Et ces recherches-là nous permettent de pouvoir dire oui ou non s'il existe des fraudes ou bien l'entreprise a été victime de ce qu'on appelle de façon classique les fraudes financières. Ce qui fait la différence au niveau des entreprises, il y a deux mots très importants. Oui, le premier. L'intention et également délibéré. L'intention, c'est quoi? Vous vous organisez de façon intentionnelle et également de façon délibérée pour pouvoir opérer et tirer des profits de l'entreprise pour votre propre gouverne de façon illégale. Oui. Donc, c'est ça ce qui fait le distinguo entre la fraude de façon générale. Est-ce donc ce qui amène les chefs d'entreprise à aller vers cela, vers la fraude? L'intention délibérée, le fait de ne pas pouvoir déclarer un certain nombre de choses au fisc ou à l'État qui a besoin de ressources? Bon, je pense que pour être plus précis en tant qu'expert, les recherches ont permis de pouvoir connaître d'abord comment est-ce que la fraude financière se structure au niveau des entreprises. Et c'est d'ailleurs la nouveauté, c'est d'ailleurs ce que nous amenons pour permettre aux gens de comprendre que quand nous parlons de fraude, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut définir. Le premier élément qui permet, d'accord, que la fraude puisse exister en nous basant sur la théorie de Donald Cresser, qui est un criminologue américain qui a fait des recherches sur ce qui rend commun un certain nombre de fraudes qu'on observe au niveau des entreprises, c'est ce que nous appelons la pression. La pression fiscale? Non pas la pression fiscale, mais la pression
disons, la pression financière. Quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous êtes peut-être manager d'une entreprise et que vous êtes confronté à une pression permanente de l'argent, ça peut être lié à votre style de vie, ça peut être lié à une dette, ça peut être lié à un certain nombre de choses qui vous sont propres. Vous êtes susceptible de pouvoir commettre une fraude au niveau donc de l'entreprise. Donc c'est le premier élément qui nous permet de définir ça. Deuxième élément, il y a ce qu'on appelle l'opportunité au niveau des entreprises. Dès que l'entreprise vous donne l'opportunité, dès qu'il y a la pression et que l'entreprise maintenant remplit des conditions qui vous donnent l'opportunité, vous passez maintenant à la fraude. Et le troisième élément qui vous permet de justifier la fraude, c'est ce que nous appelons la rationalisation. Ces trois éléments-là mis ensemble dans le contexte des entreprises, c'est ce que nous appelons le triangle de fraude. Donc, dans le contexte des entreprises aujourd'hui, ce sont ces éléments-là. Dès que ces éléments-là sont réunis, ça vous permet ou ça permet à l'entreprise d'être plus vulnérable aux problèmes de fraude. Il en a de même au niveau des entreprises publiques qu'au niveau des entreprises privées. Et il y a plein d'exemples dans le cas des États-Unis. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'une mairie qu'on appelle Dixon, Illinois, c'est vers Chicago. C'est une mairie qui a à peu près une population de, disons, 50 000 habitants. Le contrôleur financier de cette mairie-là, vous m'excusez, a détourné en près de 20 ans une bagatelle de près de 50 millions de dollars. Donc, les audits n'ont pas pu permettre de détecter cela. On a fait appel aux experts en fraude financière pour pouvoir permettre donc à cette mairie-là ou bien aux autorités de la ville de comprendre ce qui se passait, ce qui se tramait, ce qui se faisait depuis plus de 20 ans. Et ça a donné une conséquence de près de 50 millions de dollars. Donc voilà un peu le contexte, voilà un peu comment ça se passe, voilà un peu comment nous opérons, voilà les conditions dans lesquelles nous arrivons à émettre des hypothèses et nous vérifions ces hypothèses. Dès que ces hypothèses sont vérifiées, nous pouvons parler de la fraude. Alors tout ça là, vous le faites en vous appuyant sur les audits. Mais est-ce que les audits aujourd'hui, la façon dont ils sont réalisés, est-ce que ça permet véritablement de détecter des fraudes? Malheureusement, non. Et je voudrais aussi rappeler, contrairement à ce que l'opinion publique pense, les audits n'ont pas forcément pour fonction de détecter les fraudes. La plupart des audits... Sous nos yeux, c'est ce que nous constatons. C'est ce que... Exactement. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à certains audits qui ont été réalisés. Quand vous prenez la mairie de Cotonou, je pense que j'ai suivi l'actualité, il a semblé qu'il y avait eu près de 4 audits et que ça n'a pas donné de résultats. C'est possible. Mais cela ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas eu de fraude dans la maison. Donc, il faut faire appel aux experts qui vont au-delà Mais ce sont les experts qui ont travaillé. Absolument. C'est ce que je dis. Et l'objectif premier n'est pas forcément de pouvoir détecter de fraude, c'est de voir si la déontologie est respectée au niveau des passages des écritures, au niveau des opérations financières qui se font au niveau de la mairie. Le fraudeur aussi est très intelligent aujourd'hui. Il a aussi la même science que peut-être les auditeurs. Donc, il s'arrange pour que la fraude puisse passer et que même si on fait des audits, qu'on ne puisse pas être en mesure de pouvoir donc retracer ces fraudes-là. C'est pour ça que pour compléter les audits et expliquer à l'opinion nationale ou peut-être internationale que même si on dit que les audits n'ont pas pu donner de résultats probants, on peut toujours fouiller, utiliser d'autres techniques. Alors, est-ce à dire que sous nos cieux, les experts en audit ne sont pas des experts? Non, ils sont des experts en audit. Et comme je l'ai déjà dit, expliqué, ils sont des experts et le travail qui leur est dévolu, ils ont fait ce travail-là, ils ont déposé leur rapport. Il y a ce qu'on appelle dans notre jargon expected gap. C'est-à-dire, dans les audits, vous pouvez vous attendre à ce que qu'il y ait disons, une marge d'erreur donnée. Mais ça ne veut pas dire que l'audit n'a pas été réalisé, ça ne veut pas dire que les auditeurs n'ont pas fait leur boulot. Et comme je l'ai encore dit, ce n'est pas l'objectif premier. L'audit peut permettre de pouvoir détecter les fraudes ou bien certaines fraudes au niveau de l'entreprise. Mais ça dépend de ceux qui ont fait la fraude. Et dans les recherches, d'accord, au niveau de ACFA, dont d'ailleurs je suis membre associé de Certified Fraud Examiner aux États-Unis, les audits ont permis tout simplement de trouver 3% des fraudes qui se réalisent au niveau des entreprises.
Mais cela ne veut pas dire que les audits ne sont pas efficaces ou nous n'allons pas faire recours aux audits. Alors que 7% des fraudes ont été détectées par accident. Donc, il faut trouver d'autres mécanismes qui puissent permettre de pouvoir travailler, opérer de façon objective et de façon efficace pour permettre aux entreprises de plus en plus d'être efficaces dans leur gouvernance et leur permettre de pouvoir, dès qu'il y a des fraudes, de tourner vers d'autres cieux pour pouvoir trouver des résultats. Alors justement, vous êtes dans ce domaine depuis plusieurs années déjà, où vous évoluez. Quel est ce mécanisme qu'il faudra mettre en place? Puisque lorsque on commet un audit et qu'on constate que c'est juste 3%, 4% seulement, qui sont peut-être vérifiables, quel est l'autre mécanisme à mettre en œuvre? Parce que vous l'avez rappelé, les audits, ce n'est pas vraiment pour détecter des erreurs, voir aussi qu'est-ce qui a permis à une entreprise d'être aussi performante. Oui, je voudrais souligner que les mécanismes que nous utilisons ne sont rien d'autre que ce qui existe ou bien ce que la science des fraudes financières aujourd'hui a mis à la disposition de nous qui sommes les experts. D'abord, la lutte pour ça, quand nous parlons de mécanismes, il faut peut-être ça en rapport avec la lutte contre les fraudes. Il y a d'abord au niveau des États. Au niveau des États-Unis, il y a plusieurs lois. Il y a Dodd-Frank Law qui existe, qui a été voté par le Sénat américain. Il y a aussi Sarbanes-Oxley, qui est également une loi qui est votée pour pouvoir permettre... il faut qu'on rapporte tout cela aussi à nos réalités au Bénin. Absolument. Maintenant, au niveau du système français, je ne vais pas dire francophone parce que le Canada est un peu calqué sur le modèle américain. Oui. Au niveau du système français, il y a également des dispositions qui sont prises. Il y a par exemple la sécurité financière au niveau de la France. Et il y a également des lois au niveau de l'Union européenne pour permettre de pouvoir sévir en cas de fraude. Maintenant, les mécanismes que nous utilisons en tant qu'experts, la première démarche pour nous, c'est de comprendre. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là. Vous ne pouvez pas lutter contre une maladie si vous ne comprenez pas le mécanisme des virus ou bien, en tout cas, des agents qui vous ont donné, pathogènes qui vous ont amené à cette maladie-là. Donc, la première démarche d'abord qui permet aux entreprises de pouvoir se protéger ou bien de détecter, c'est de comprendre la structuration ou comment est-ce que le système de fraude fonctionne. Et pour le faire, l'une des démarches classiques que nous utilisons, c'est basé sur le triangle de fraude développé par le criminologue américain Kresser dont j'ai parlé, à savoir que dès que vous êtes dans une entreprise qui est performante, qui a de bons chiffres d'affaires et qu'on ne trouve pas de bénéfices, ou bien qu'il y a plusieurs autres domaines dans lesquels l'entreprise est en difficulté malgré les performances, nous cherchons à émettre les hypothèses de voir qui sont les personnes les plus susceptibles de pouvoir aller faire le schéma de fraude. Donc, on regarde ceux qui remplissent les trois caractéristiques. Celui qui travaille. Et ça va en dehors de l'entreprise. Parce que nous pouvons savoir ce que vous faites en dehors de l'entreprise. Nous avons les dispositions. Nous avons même des logiciels pour vous suivre, pour savoir ce que vous faites en dehors de l'entreprise. Il y a également ce qu'au niveau des États-Unis, quand vous prenez contrairement au système français, au niveau des États-Unis, pour la gouvernance des entreprises, nous partons d'abord sur le code éthique avant de pouvoir mettre le contrôle interne. Dans le système français, c'est le contrôle interne qui vient d'abord en première position. Et ensuite, au niveau des États-Unis, nous avons ce que nous appelons les hotlines et les whistleblowers, que la loi protège. Les whistleblowers, c'est les gens qui dénoncent, qui sont courants d'un certain nombre d'informations et qui peuvent dénoncer et la loi les protège. Alors, tant que nous allons annoncer ça aux entreprises au Bénin ou en Afrique, nous pouvons être en mesure de mieux combattre. Puisque vous êtes en train de déporter un peu, tout ce que vous avez acquis quelque part aux États-Unis, vous êtes en train de déporter ça au Bénin à travers une structure que vous allez lancer très bientôt. Absolument. Alors, comment est-ce que vous pensez que vous pouvez calquer les réalités que vous avez vécues là-bas aux réalités béninoises? Oui, les entreprises restent et demeurent les entreprises. C'est vrai qu'il est difficile de changer la culture de management au niveau des entreprises, mais il est aujourd'hui impérieux, vu l'importance des fraudes, vu le frais au développement que les fraudes constituent aujourd'hui, que cela soit au Bénin ou en Afrique. Il est très important que nous commencions par aider les entreprises à d'abord comprendre le mécanisme de fraude. Dès que vous comprenez le mécanisme de fraude, vous pouvez lutter efficacement contre les fraudes. Justement, parce que parfois, les patrons ne sont pas au courant de ce que font ceux-là qui ont la gestion proprement dite de leurs entreprises, les agents comptables, les financiers. Absolument. Et c'est pour ça que, comme le système américain nous recommande de le faire,
il faut d'abord responsabiliser au niveau de l'entreprise, chaque individu, chaque personne qui prend les décisions au niveau de l'entreprise en utilisant un code d'éthique qui permet de pouvoir dire voilà la gouvernance éthique au niveau de l'entreprise que vous devez utiliser. Et en dehors de ça, là, nous avons, comme je l'ai dit, il y a le contrôle interne de gestion. Quand vous combinez ces éléments-là et que les employés au niveau de l'entreprise, les managers à différents niveaux savent que dès que vous outrepassez le code qui est utilisé au niveau de l'entreprise, ça peut vous coûter cher. Ça commence par conscientiser les gens et ça commence par donner un frein vers la ruée des fraudes au niveau des entreprises. J'ai présenté des cas sur même la FIFA, comment les marchés de la Coupe du Monde au Brésil, ces marchés de communication étaient attribués et nous avions vu. Le prochain au Qatar aussi. Et absolument. Vous êtes en train de faire un travail formidable. Absolument. Donc, on n'a plus assez de temps. Quand est-ce que vous voulez lancer vos activités? Je pense que nous allons lancer le cabinet le 20 juillet, ici à Cotonou, à Kodiam. Et je pense que c'est une opportunité pour aider à la bonne gouvernance, à la gouvernance éthique au niveau des entreprises, que cela soit public, privé, ou même au niveau des investisseurs ou des individus, pour pouvoir être sûr que les investissements qui sont faits puissent être profitables et leur permettre de pouvoir savoir ce que la bonne gouvernance des entreprises peut leur apporter. D'accord, quelques secondes. Vous êtes aussi membre ou bien ancien président de l'association Bénin Diaspora USA. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous voulez apporter au Bénin? Bon, pour la première fois dans l'histoire de Bénin Diaspora USA, nous voulons lancer le premier forum économique des Béninois des États-Unis. Ce serait toujours le jour de lancement à Kodiam. Et l'objectif de ce forum-là, c'est de pouvoir mettre en lumière les activités des Béninois des États-Unis et voir le partenariat entre les hommes d'affaires béninois aux États-Unis et ceux qui sont au Bénin, ce que ça peut apporter pour donner une bourse à l'économie béninoise. Et quand je dis les États-Unis, c'est un peu vague, ce n'est pas tous les Béninois des États-Unis, c'est ceux qui ont l'information, ceux qui se sont intéressés à ça, qui travaillent pour un début, qui sont membres de Bénin Diaspora, qui, pour la première fois, nous avons près de 10 personnes qui ont quitté les États-Unis pour assister à cela. Merci beaucoup, Emmanuel Hongavou. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes un Béninois résident aux États-Unis d'Amérique qui espère en fraude financière. Vous nous avez parlé de long en large de ce qu'est la fraude financière, de comment l'éviter, de ce que vous apportez comme expertise aux entreprises. Merci d'être passé sur ce plateau.